très gentil d'être venu me voir. C'est un grand plaisir, au contraire. Mais qui est Henri Rohan? Henri Rohan, c'est un petit juif viennois, arrivé accidentellement, si j'ose dire, en Belgique. Henri Rohan, au départ, c'est Hans Rosenblatt, petit-fils d'un épicier polonais juif qui tient une petite boutique à Vienne. C'est comment dirais-je, le grand-père traditionnel. Toute la famille travaille autour de lui, notamment mon papa, qui, imaginez-vous, le prénom de mon papa, Hitler n'est pas encore au pouvoir, mais mon papa se prénomme Adolf Rosenblatt. Et ma maman, qui comme lui, est née en Galicie polonaise. La Galicie, comme vous savez, à l'époque, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. A rejoint cette famille à Vienne, a épousé le fils de, enfin plutôt Adolf Rosenblatt, et le petit Hans est né en 1932. Et puis très vite, la situation, comme dans toute l'Europe, mais particulièrement en Allemagne et en Autriche, évolue. Déjà, l'antisémitisme est virulent depuis pas mal de temps en Autriche. Et en Allemagne, en 1933, on va refaire l'histoire, Hitler prend le pouvoir et 1938, l'Anschluss accueilli par enthousiasme, et ça je peux en témoigner parce que j'ai encore les cris d'enthousiasme de la foule dans les oreilles. Le Führer est accueilli à Vienne avec enthousiasme, la grande réunification, l'Autriche faisant partie à nouveau de l'Allemagne, c'est la grande fête, c'est le délire, mais en même temps ce délire s'accompagne d'une grande rage, la rage antisémite. Et d'ailleurs je vis personnellement cette joyeuse entrée du Führer, je crois que c'est le 12 mars 1938 qu'il entre à Vienne, et un ami de ma maman, qui était membre du parti nazi, mais pas antisémite, semble-t-il, puisqu'il dit à ma maman, cette nuit ils vont casser des juifs, et il nous a donné refuge dans son grenier. Et du haut dans ce grenier, qui était pas très éloigné de la place des Héros, où Hitler faisait son grand discours inaugural, donc on entendait les rumeurs, la foule, les Israël, les chants, etc. etc. Et terré là, dans les bras de ma mère, quelle panique, j'ai vécu ce jour historique. Très vite, les premières arrestations de juifs ont commencé, on n'en était pas à la solution finale, bien sûr. Et mon papa, qui travaillait, comme je l'ai dit, dans l'épicerie de son père, se trouve au magasin, l'Anschluss c'est mars, et ça doit se situer en avril, deux agents de la Gestapo débarquent et viennent arrêter un certain Sam Rosenblatt. Sam Rosenblatt, c'est le frère cadet de mon papa Adolphe. Et Sam Rosenblatt avait, c'est sans doute pour ça qu'on venait le chercher, avait une caractéristique, c'était un type assez connu, en tant que sportif, était un champion motocycliste. Donc personnalité juive en vue, et donc on venait arrêter Sam Rosenblatt. Sam est à l'entraînement. Papa leur dit, je ne sais pas quand il va rentrer, je ne sais pas s'il va rentrer d'ailleurs. Et puis, impatient finalement, c'est mon père qui par la suite m'a raconté ça. Donc, oui, d'accord. Les deux gestapistes se concertent et l'un dit à l'autre, on est venu arrêter un juif, on est venu arrêter un Rosenblatt. Alors un juif c'est un juif et un Rosenblatt c'est un Rosenblatt. Et donc du coup mon père s'est trouvé embarqué et s'est retrouvé dès avril ou mai 1938 au camp de Dachau, qui est le premier camp, comme vous savez, qui avait été, surtout pour les politiques et les juifs,
créé par les nazis. Grâce à quoi d'ailleurs, Sam, lui, a échappé à l'arrestation et clandestinement, je ne sais pas si c'est sur sa moto, mais en tout cas il a quitté immédiatement l'Autriche et il est passé par la Belgique. Et là, si je raconte ça, c'est parce que ça a quand même un lien avec mon arrivée en Belgique. À l'époque, donc, comme je disais, c'est avant la solution finale, donc les détenus juifs pouvaient encore libérer à condition que la famille paye une rançon, que le prisonnier renonce à tout bien, qu'il ait un visa étranger et qu'il quitte définitivement l'Autriche. Et donc maman multiplie les démarches et finit par obtenir pour mon papa un visa du consulat, oui, de Grande-Bretagne à Vienne, mais en excluant la possibilité pour elle, comme pour moi, d'accompagner mon père. Suite à quoi, ma maman trouve, et c'est évidemment, comme vous pouvez imaginer, c'est déchirant pour elle, trouve une solution, c'est-à-dire que après la nuit de cristal, devant l'émotion que ce premier pogrom de masse avait suscité dans certains pays occidentaux, et notamment en Grande-Bretagne, le gouvernement anglais, sous la pression de la communauté juive anglaise, avait accepté d'accueillir des enfants juifs non accompagnés, âgés de 3 à 15 ans, pour un séjour illimité en Angleterre pour les mettre à l'abri. Et grâce justement à ce statut particulier, puisque mon papa était dans un camp, j'étais parmi les enfants prioritaires. Mais enfin, entre-temps, il y avait eu pression également d'une partie de l'opinion en Belgique. Et donc, à son tour, la Belgique a accepté, ça n'a pas été simple, mais a fini par accepter un bon millier d'enfants juifs. Et donc, c'est ainsi qu'un train m'a amené à Bruxelles, où, grâce au contact préalable que mon oncle Sam avait pris, j'ai été accueilli par une famille juive belge, accueilli en principe pour quelques semaines, le temps que... Mais vous devenez alors là un enfant caché? Pas encore. Pas encore? Pas encore, puisque... Ça vient après ça? Oui, d'accord. Parce que j'arrive en mars 39. Ah d'accord. J'arrive en mars 39, en principe comme ça pour quelques mois. Les Dornes, c'est le nom de ma famille d'accueil, décident de me mettre en attendant quand même à l'école primaire. Je vais à l'école primaire à Anderlecht, rue Ropsy-Chaudron, où je suis l'idiot du village, puisque évidemment, il faut tout apprendre. J'ai tout apprendre, je ne comprends rien, je ne comprends pas le français. D'ailleurs, ces personnes-là ne parlent pas l'allemand non plus. Avec les gestes et un peu de yiddish, j'avais retenu un peu de yiddish, on communique. Et pas de nouvelles de maman, jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, je ne peux plus situer avec précision la date, mon papa, effectivement, grâce à ce visa anglais, est libéré du camp de Dachau, où il avait été transféré à Buchenwald, prend un train de Vienne vers Douvres, vers l'Angleterre, enfin via la Belgique, via Ostende, et donc mon papa s'arrête 24 heures à Bruxelles avant de gagner la Grande-Bretagne. Je le vois un jour à Bruxelles, mais évidemment, il n'a pas la possibilité, ni le visa, ni la possibilité matérielle, bien sûr, de m'amener avec lui. Et donc, il est toujours entendu que dès qu'elle pourra, ma maman va pouvoir venir me chercher ici. Puis, patatras, les événements se précipitent, c'est-à-dire que les nazis me courent après, puisque mes 40, l'Allemagne envahit la Belgique. Et donc, je me retrouve chez les Dornes. Et au début, vous savez, les discriminations s'installent progressivement, un peu en douceur, parce qu'il s'agissait surtout de ne pas choquer l'opinion. Donc, on s'en prenait surtout aux juifs étrangers, puisque ça indignait peut-être moins la population. Donc, les juifs belges
ce qui était le cas des Dornes, était relativement ménagé, encore que progressivement, les interdictions professionnelles s'installent, il y a des lieux qui ne sont plus autorisés aux juifs et ainsi de suite. Et moi-même, progressivement, donc je suis pris dans ce mouvement, puisque à partir de, je ne pourrais plus situer la date exacte, les enfants juifs ne peuvent plus aller à l'école, sauf dans des écoles réservées aux juifs, auxquelles par prudence les Dornes ne m'inscrivent pas, parce que ce sont des proies faciles. Donc, plus de cinéma, j'allais dire, plus d'école et plus de cinéma. Parce que déjà, à l'époque, moi, je fréquentais les salles de quartier Anderlecht, Lido, Nova, etc. Bon, c'est là que me lue ce virus du cinéma. Et donc, jusqu'en 42, on se débrouille tant bien que mal. Et puis en septembre 42, après effectivement qui a été décrété à Wannsee la solution finale, a lieu la première grande rafle à Bruxelles, le 3 septembre 1942. Nous habitons, les Dornes habitent à Anderlecht, pas loin du boulevard du Midi, le long d'une rue qui s'appelle la rue Brognier, qui est une longue rue qui va du boulevard du Midi jusqu'à l'école des vétérinaires. Et c'était un quartier... Une douzaine d'années à ce moment-là. Moi, en 42, j'ai 10 ans, exactement. Voilà. J'ai 10 ans. Et la nuit du 3 au 4 septembre, donc il y avait beaucoup de juifs dans ce quartier-là, comme à Schaerbeek ou quelques autres quartiers de Bruxelles. Le quartier est pratiquement vidé de ses habitants, mais il se fait que les Dornes habitent dans une maison qui est un peu en retrait de la rue principale, la rue Brognier. Et en fait, à un moment donné, dans la rue Brognier, un peu en retrait, il y a un petit square qui existe toujours, le square Robert Pecker. Et toutes les maisons le long de la rue Brognier sont vidées. Et ces trois maisons-là échappent à la rafle. Et donc, dès le lendemain, les Dornes quittent leur logement et ont pris contact avec une ancienne voisine, une brave dame qui s'appelle Marthe Van Doorn, qui à l'époque doit avoir 30-35 ans, qui a ouvert une blanchisserie-teinturie à Saint-Just-Tenaude. Je situe même, c'est la rue Saxe-Cobourg, près de la place Saint-Just. Et cette dame, qui tient donc un dépôt de blanchisserie-teinturie, accepte de m'abriter dans l'appartement qui est à l'arrière de son magasin. C'est une femme très simple, quasi analphabète, catholique, non, pas très pratiquante, mais en tout cas une femme courageuse et de cœur, qui n'a certainement aucun engagement politique et idéologique, et pour elle c'est intolérable et insupportable l'idée que des gens puissent être discriminés, en particulier des enfants. Donc elle accepte de me cacher, peut-être qu'elle n'est même pas consciente du risque énorme qu'elle prend à l'époque. En tout cas, bon, voilà. Mais vous ne savez pas rester en place, vous allez quand même en rue, là. Ah non, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, de temps en temps, entre chien et loup, je sortais avec un petit chien dans le quartier, mais sinon, j'étais... Vous osez quand même sortir un peu, voir. Un peu, voilà, je vais vers 6-7 heures du soir, très rapidement, mais pour le reste, il se faisait qu'effectivement, cet appartement étant derrière le magasin, il ne fallait pas qu'il y ait le moindre bruit, de manière à ce que les gens ne puissent pas se douter qu'il y a quelqu'un dans cet appartement. Et bon, quoi dire, il n'y a pas la télé, il y a la radio, mais là aussi, il ne faut pas que dans la journée on entende du son. Donc, et là c'est assez extraordinaire, et forcément, quand je vois cette magnifique bibliothèque, je pense à cette femme, comme je vous disais, quasi analphabète. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cet enfant? Il faut trouver quelque chose pour le distraire, et elle va régulièrement à la bibliothèque communale de Saint-Just-Tenaude et elle leur prend des livres. Mais elle ne peut pas dire à la bibliothécaire, j'ai chez moi un enfant de 10 ans, 11 ans, etc., quel livre, etc. Donc cette femme, au pif, choisit tout, c'est-à-dire n'importe quoi. Et donc voilà que de 1942 à 1944, mon seul loisir, ou principal loisir en tout cas, c'est la lecture.
Et donc je lis pêle-mêle tout et n'importe quoi. Voilà, La femme m'apporte aussi bien Alexandre Dumas que Max Duvezy, que des essais littéraires que je ne comprends rien, que de la poésie, etc. Mais enfin, vous y allez, quoi. Oui, c'est ça. Donc je lis une masse, on peut dire du matin au soir pendant 2 ans. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, ça y reviendrait peut-être, il m'est arrivé, quand j'ouvrais un bouquin, de me dire, tiens, mais j'ai lu ça. Voilà, d'accord. Mais donc, c'est des choses que, évidemment, j'ai intégrées à ma façon, avec ma vision de petit enfant, etc. Mais, quoi qu'il en soit, après coup, je dis toujours, et je crois que c'est vrai, que c'est cette femme qui nous m'a a donné le goût ouvert, qui m'a poussé sans doute inconsciemment vers ce métier de journaliste d'abord et vers la passion de la lecture. Et voilà, donc en fait, oui, on écoutait le soir la radio, Radio Londres bien sûr, qu'on suivait, Radio Bruxelles aux mains des Allemands. Je ne me doutais pas ce jour-là qu'un jour je serais moi aussi passager. Voilà. Et voilà, donc à la Libération, mes parents d'adoption, chacun caché de leur côté, ont survécu également. On se retrouve. Et donc là, je suis. Enfin, à ce moment-là, en 44, j'ai 12 ans, 45, 13 ans, je suis tout à fait intégré. Ces gens sont mes parents, de fait. Et si je vais trop dans le détail... Non, mais je vous attends au tournant, allez-y. Alors, il faut que je parle ce qui est arrivé entre-temps à mes parents. Ça, on y reviendra, ça. On y reviendra parce que ça, c'est une autre histoire. Oui, oui. Mais enfin, d'une certaine façon, il faut que j'y fasse allusion à un moment parce que ma maman a survécu, mon père aussi. Bon, on dira plus tard dans quelles circonstances. Voilà, et donc, en 1945, ma maman peut enfin venir à Bruxelles pour essayer de me récupérer. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment? Vous pouvez imaginer le traumatisme, ça peut être pour cet enfant, pour ce petit Hans, la maman qui l'amène sur un quai de gare, vers un pays inconnu, dont tu ne connais pas la langue, dont tu ne connais pas les habitants, qui lui dit « je viens te reprendre », qui n'est pas venu le chercher. L'enfant, le traumatisme d'un enfant abandonné, qui cultive quelque part dans son inconscient une rancœur vis-à-vis de cette maman qu'il a abandonnée. Et donc, quand en 1945, elle vient ici, je l'accueille très froidement, pour moi c'était une étrangère, et je refuse de repartir avec elle. Elle a eu l'intelligence de ne pas m'y contraindre, ce que la loi aurait pu lui permettre, mais de faire un arrangement, comme dans les couples divorcés, le petit viendra pendant les vacances, etc. C'est ce qui nous a permis, fort heureusement, de garder tout au long de la vie, enfin tout au long de sa survie. Et par après, vous rentrez dans un pensionnat ou comment? Non, donc nous habitons, ils sont toujours dans le même appartement. Lui est un artisan maroquinier, il a un petit atelier de maroquinerie qui est relativement prospère après la libération, les gens dépensent, etc. Et moi déjà, à cet âge-là, je dis je veux être journaliste. Pourquoi? Pour raconter. Pour raconter tout ce que vous avez. C'est certainement ça. Vous avez lu, vous avez vu, vous avez vécu, il faut le raconter. Il faut raconter, exactement, c'est ça. Donc, et je me heurte là à une famille de gens très braves, très gentils, mais totalement, comment dire, inintéressés par tout ce qui est autre que la vie courante, j'ose dire, et que c'est pas un métier ça. Donc à la fois je poursuis des études, d'abord à l'Athénée de Kuckelberg, tout en faisant des petits travaux à côté. Enfin, finalement, tant bien que mal, j'ai pu poursuivre les études, j'ai fait une candidature en sciences politiques, et puis le journalisme, donc voilà, donc je dirais presque contre leur choix, je deviens journaliste, et bon, enfin très vite,
Donc là, je suis tout à fait intégré à la Belgique, quoique j'ai encore un passeport autrichien à l'époque. Hein. Voilà, Toujours toujours. un passeport autrichien. Mais à l'époque, je n'ai pas le moins de problème avec ça. Et le premier boulot de journaliste que je déniche et qui reste le plus merveilleux, c'est dans un journal de province, à Gand. Il y avait encore des journaux francophones à l'époque, comme vous savez, c'est la Flandre libérale. La Flandre libérale est un journal de bourgeoisie libérale qui était très puissante à l'époque à Gand. Gand était majoritairement une ville francophone, en tout cas tous les notables, les commerçants étaient francophones. Il y avait une vie culturelle francophone très, très active. L'école des hautes études, ou je ne sais plus comment c'est exact, mais en tout cas il y avait un centre culturel français d'un niveau extraordinaire dont le directeur à l'époque était Gaëtan Picon qui était le chef de cabinet d'André Malraux au moment où Malraux a mis en place la politique culturelle française. Donc c'était un milieu très, enfin, très stimulant et aussi un journal, j'ai eu une chance extraordinaire. J'avais deux patrons extraordinaires, le directeur Pierre Bayer, qui est l'oncle de Luc Bayer, qu'on a connu par la suite comme journaliste. Un gantois aussi. Oui, oui. Et Henri Van Evenen. Et ces gens m'ont fait tout à fait confiance, parce qu'on ne peut pas dire que j'étais très libéral à l'époque, je n'ai jamais vraiment été, peu importe, mais ils ont très fort respecté mon indépendance, ils l'ont protégé, etc. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour un jeune journaliste de se retrouver dans une rédaction, il y a 7-8 personnes, donc vous êtes amené à mettre la main un peu à tout, et très vite ils m'ont lâché la bride, ils ont eu confiance, j'écrivais pas mal, ils m'ont laissé la bride sur le cou, et donc ça m'a valu, je veux dire, j'étais au journal en 56, en 57, j'ai fait mon premier grand reportage qui était à Moscou en 57, juste après le 20e congrès, donc l'époque. Et le cinéma là-dedans, la passion du cinéma. Alors le cinéma. Parce que là c'est sous-jacent, ça vous accompagne. Ça. Exactement. Mais je sais que justement, la Flandre libérale a une page du cinéma, coup-ci, coup-ça, et comme je leur dis, mon intérêt pour le cinéma, que j'avais déjà écrit de ci, de là, dans des petites revues, etc., ils me confient la page du cinéma de la Flandre libérale. Et donc, c'est là qu'effectivement, à partir de 1957, voilà, je peux découvrir. Et c'est cette page-là qui fait que 2 ans après, en 59, on m'a proposé de rejoindre l'INR voilà. pour parler de cinéma, d'abord comme pigiste, et puis très vite j'ai été intégré. Alors là aussi, vous voyez, parce que je reviens à votre question, qui est Henri Roine, j'étais encore le petit Hans Rosenblatt, enfin j'étais Hans Rosenblatt, et ça posait un problème. Non pas. Le problème était le suivant, c'est qu'à l'époque, l'INR était un parastatal dans l'esprit du temps, donc les journalistes et l'ensemble du personnel étaient, entre guillemets, des fonctionnaires. Et comme Autrichien, je ne pouvais pas être fonctionnaire en Belgique. Donc, un tour de passe-passe, on a fermé les yeux et on a mis, mais il ne faut pas que ce soit trop visible, donc un pseudonyme. Et pourquoi ce pseudonyme Henri Roine, et on revient toujours à votre question, c'est qu'effectivement, pendant que j'étais caché, la brave Marc Van Dorn, je ne sais pas par quel moyen, s'était procuré une carte de ravitaillement au nom de Henri Roine. Personnage réel, inventé, je n'en sais rien. En tout cas, donc, voilà, je suis devenu Henri Roine, et puis après, j'ai associé, puisque c'est comme mes deux vraies identités, Roine Rosenblatt. Et quand est-ce qu'on sort des frontières belges? Quand est-ce qu'on va à la découverte un petit peu Mais écoutez, très vite en fait, parce que déjà grâce au cinéma, oui. Je veux dire, je suis dès 59 à l'INR, et 1960, c'est pour la radio mes premiers grands reportages entre guillemets, c'est-à-dire que
je vais au Festival de Cannes. En 1960, pour la première fois, bon, en 60, qu'est-ce que j'ai, 28 ans, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Je vais au Festival de Cannes et évidemment, c'est le délire pour moi parce que, bon, c'est encore... Il y a tous ces grands, il y a tous ces monstres sacrés qui sont là. Extrêmement sacré, et ce fait que l'année 60 est une année assez extraordinaire, non pas parce que moi j'y suis, mais ce fait que c'est l'année où Fellini présente allez, Ah, je ne suis pas la cinéphile. Dolce, Voilà. La Dolce Vita. Oui, oui. Antonioni est là avec oui, mais trou de mémoire. Bien. On lira les livres. Hein. Tout est dans le livre. Oui, Antonioni, c'est assez fou. Et là, moi, je cours comme un chien fou avec mon micro à la main, accumulant les interviews, essayant de voir les films entre les interviews et en voyant des bandes brutes que, ici à Bruxelles, Gérard Vallet, avec qui c'est ma première collaboration, Gérard Vallet monte les bandes que j'envoie, et donc une rubrique tous les jours dans les journaux parlés, et on crée à l'époque avec Gérard justement. Et vous me faites penser aussi à un jeune chien fou, encore maintenant, il a mon âge, mais c'est Jean-Meurice de Charleroi, Oui, qui est dans tous les festivals. Hein. oui. Oui, il est un peu comme vous, mais encore maintenant, quoi. Oui. C'est extraordinaire. Oui. C'est une passion. Oui, Ce c'est- cinéma attire c'est- les gens. Oui, c'est une vraie. Oui, oui, effectivement. Vous savez, c'est pour moi, alors peut-être que je dois, pour m'expliquer, ça, je dois peut-être retourner un peu en arrière. 45, la libération. La libération, pour moi, finalement, qu'est-ce que c'est la libération? C'est le retour à l'école. Oui. C'est extraordinaire, quand on a été frustré d'école, l'école n'est plus une corvée, ça devient une récompense, une libération. Donc en septembre, oui, enfin oui, fin 44, je retourne à l'école Charles Bulls d'ailleurs, ici à Bruxelles, et comment dire, j'ai des tas de connaissances tout à fait chaotiques grâce aux lectures que j'ai. Donc je suis déclassé dans cette école. Et j'ai la chance d'avoir un instituteur, dont je me souviens toujours du nom, M. Coursen, c'est qui perçoit ça. Et alors je me retrouve en deuxième ou en troisième année. Ce type me fait sauter très rapidement de classe en classe en disant il y a des tas de choses que tu ne sais pas, mais c'est pas très grave, etc. Il y en a d'autres que tu sais, etc. Et je dois dire entre parenthèses qu'à la fois c'est un service extraordinaire qu'il m'a rendu, mais en même temps je sens très bien que j'ai une sorte de pensée et de culture un peu chaotique, parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a des tas de blancs, de choses que je n'ai pas apprises au moment où il aurait fallu les apprendre, donc de repères. Vous n'avez pas croisé un Siggy Hirsch à cette époque-là? Non, j'ai connu Ziggy beaucoup plus tard. Oui, c'est plus tard, lui. Oui, moi, Ziggy était déjà le grand Ziggy Hirsch. Ah d'accord, parce que bon, à cette époque-là, c'est vrai que fin des années 40, début des années 50, il a joué un rôle extraordinaire pour la communauté juive, pour les jeunes. Pour les jeunes en particulier, parce qu'il a fait, j'ai beaucoup d'amis qui, effectivement, ont bénéficié, effectivement, à la fois de l'enthousiasme, de la chaleur. À Profonsart, il était installé à Profonsart. Il était installé à Profonsart à cette oui, époque-là. oui, ça, et puis après à Wezenbeek, etc. Et notamment, je veux dire, parmi les amis, puisqu'on parle de ça à Cannes, j'étais fort ami avec Willy Curran, qui est un grand directeur de la photo, qui a travaillé aussi bien avec Godard qu'avec Arthur Penn aux États-Unis, et qui est un ancien pensionnaire de Ziggy Hirsch. D'accord. Et oui, d'accord. Et voilà, et donc je disais, je reviens à la libération, le retour à l'école, et 45, rappelez-vous, subitement sur le déferlement du cinéma américain dont on a été privé pendant des années. Et voilà, et moi je découvre, avec l'argent de poche que j'ai d'un famille d'Orne, avec laquelle je vis toujours, le samedi et le dimanche, je fais le tour du boulevard Lemonnier, boulevard Hans Pack, boulevard Adolphe Max, rue Neuve, rue des Fripiers, parce qu'il y avait là au moins 30 cinémas.
Et donc... Avec les grandes affiches encore peintes à cette époque. Oui, c'est ça, les affiches, des photos, etc. Et bon, moi, je crois aller 2 fois ou 3 fois au cinéma, donc je fais 3 fois le tour pour bien choisir le film que je vais voir, etc. Mais je veux dire, ça a été finalement, ça plus mes lectures chaotiques grâce à Marthe, ça a été mon université, et qui a été, si vous voulez, enfin parachevé, si j'ose dire, par le fait que je découvre un peu plus tard la cinémathèque. Le musée du cinéma n'existe pas encore, mais la cinémathèque organise 1 fois par mois, ou 2 fois par mois, je ne suis plus sûr, dans la grande salle du Palais des Beaux-Arts, une projection. Ça s'appelle à l'époque le Séminaire des Arts, et avec chaque fois, il y a 2000 places dans la salle Leboeuf, je découvre vraiment que le cinéma c'est autre chose que ce que je suis allé voir une œuvre. Hein. Voilà, j'ai un choc sur les grands classiques du cinéma, enfin les films muets, Charlie Chaplin, etc., etc. Donc voilà, ça c'était tout ça explique un peu pourquoi j'ai si mal tourné, quoi. Oui, d'accord. Bon, on va faire un grand pas en avant parce que je viens déjà de récupérer 3 sacs de graines qu'on est déjà en train de semer, qui vont éclore et nous offrir, je vais dire, des découvertes extraordinaires. Mais vient alors le fameux ouvrage pour lequel nous nous rencontrons ici, Oui. qui a déjà une première vie dans les années 2012-2013. Oui, c'est ça. Mais quand est-ce que l'idée de mettre sur papier vous est venue? Tard, parce qu'en fait... C'est une saga, votre vie, là. Hein. Oui, Bon. mais parce que justement, bon, je t'ai amené souvent, bon, forcément, on parlait avec mes amis, avec des connaissances, même à témoigner dans des écoles, etc. Mais et beaucoup de personnes me répugnaient, me poussaient, c'est moi que ça répugnait, me poussaient à écrire une autobiographie. Et j'avais aucune envie de ça, j'avais pas envie un peu de me complaire dans ce passé-là, peut-être, et puis... Donc vous voulez mettre noir sur blanc, sur papier, un petit peu, tout ce que vous avez déjà exprimé lors de conférences ou de rencontres, et va naître un livre. Alors, non, mais alors, effectivement, l'idée du livre, à ce moment-là, en fait, je suis travaillé par le prurite du journaliste d'aborder un peu la fiction. D'accord. Et moi, les limites de mon imagination, c'est quand même des milieux que j'ai connus, des situations que j'ai connues, ou dont j'ai connu des témoins, etc. Et donc, il y a cette histoire, et il y a le cinéma. Et Gladys, mon épouse, me dit, mais tu devrais écrire sur le cinéma, tu as tant de choses à dire sur le cinéma. Et je dis non, je trouve ça tellement casse-pied, les récits comme ça, savants, j'aurais pu parler longuement d'Orson Welles ou je ne sais de quoi. Et puis c'est là que finalement, l'étincelle, si j'ose appeler ça une étincelle, est venue, cette fiction, enfin, cette réalité, ce petit garçon qui finalement survit grâce au cinéma, et ma passion du cinéma est d'essayer de combiner les deux pour écrire une fiction au bout de laquelle je suis arrivé dans le texte. Donc il y a un texte qui sort, qui est édité, les années vont passer, et nous nous retrouvons je veux dire, il y a 1 an d'ici, ou je ne sais pas, peut-être un peu plus tôt, un film va peut-être se pointer. Là, on remonte plus dans le temps qu'un an. On remonte encore dans le temps. Parce que le roman, si mes souvenirs sont bons, paraît pour la première fois en 2013. Voilà. Et peu de temps après, un producteur luxembourgeois, Nicolas Steyl, qui a une des sociétés de production importantes au Luxembourg, Iris, et qui se trouve par ailleurs être un ami à moi, parce qu'on a collaboré ensemble à une certaine époque à la Commission européenne sur un programme consacré au cinéma, et ainsi de suite. Et Nicolas lit quelques pages de mon roman, et vous ne me croirez pas, mais quand j'ai écrit ce roman sur le cinéma, je n'ai jamais pensé à un moment que c'était un scénario de film. Et Nicolas lit quelques pages, il me dit, mais il faut en faire un film. Oui, pourquoi pas. Et très vite, prend option sur les droits
sur les droits du roman, et il me dit, bon, bah, tu vas écrire le scénario. Et au départ, moi je dis non, non, c'est très bien, je suis très emballé, enthousiaste, heureux à l'idée qu'on puisse en faire un film, mais je dis d'une part que pour moi, le réalisateur, le scénariste doivent avoir une liberté totale par rapport à mon roman. C'est un matériau à partir duquel on peut construire autre chose, mais c'est pas une grande œuvre dans laquelle il ne faut surtout pas toucher. Et, de plus, je lui dis, tu vois, ça fait déjà pas mal d'années que moi je vis avec ce Saul Birnbaum. Je peux encore vivre quelques années avec ce mec à la maison. Et bon, il faut que tu trouves un scénariste. Et donc il donne le roman à lire à quelques scénaristes professionnels. Et l'un d'eux, Michel Fessler, qui n'est pas le moindre, qui est un des grands scénaristes français, qui a à son actif des films comme Barrage contre le Pacifique, après Duras, Ridicule, qui a collaboré à Farinelli, qui a été oscarisé d'ailleurs. Donc Michel aime beaucoup le roman, mais il dit, moi je veux bien y travailler, mais je ne peux pas faire ça sans travailler avec l'auteur. Et donc Nicolas organise une rencontre avec Michel à Paris, et on sympathise tout de suite. En fait, on passe une soirée au cours de laquelle on ne parle ni du roman, ni du film, de nous, de ce qui nous amuse, de ce qui nous émeut, de ce qui nous plaît, etc. À la fin de la soirée, on dit c'est ok, on travaille ensemble. Alors ça, c'est une collaboration qui a commencé, qui a pris 7 ans. D'accord. 7 ans, c'est-à-dire des versions successives du scénario. Et là, effectivement, j'ai découvert dans le concret ce que c'est le travail d'adaptation d'un roman. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle un instant de cet aspect. Oui, je vous en prie. Oui. Je veux dire que vous lisez ce roman et après, bon, prenons une difficulté. Une première difficulté. Saoul, dans le roman, fréquente des tas de salles de cinéma à New York, voit des tas de films, a des émotions dans d'autres films, fait à partir de ces films des rencontres avec des femmes, etc. Tout ça c'est très bien, mais comment vous mettez ça dans un film? Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez avoir 20 extraits de films, les extraits de Casablanca, de L'Inconnu du Nord Express, etc. D'abord, pratiquement c'est impossible, financièrement, c'est impensable. Donc, comment faire passer cette passion du cinéma dans le film lui-même. Et c'est de là que Thierry, de version en version, est arrivé l'idée qu'après tout, le moyen de présenter le film, c'était de les faire interpréter par Saoul lui-même. D'accord. Le délicatessen devient aussi une sorte de temple du cinéma que fréquentent des cinéphiles, des étudiants en cinéma. Et Saoul, il dit et pour dire aux personnes qui nous écoutent, ça se passe aux États-Unis, ça. Hein. Alors ça, voilà. Alors vous touchez du doigt un autre problème d'adaptation qui est les États-Unis. Pendant longtemps, on travaille sur l'option New York, que je connais un peu, et puis que, en fait, pour écrire le roman, j'étais retourné à New York, tous les endroits que je cite dans le roman, je les connais, j'y étais, etc. Les restaurants, les cinémas en question, je les connais, etc. Mais Saoul, je reviens à Saoul, voilà, malgré tout, qui est le héros de l'ouvrage et du film. Il a bourlingué, il a un peu emprunté votre histoire, il a vécu par ici, il se retrouve là-bas. Bon, mais quelles sont ses racines à ce personnage? Quelles sont ses racines vraiment à lui? bon, je veux dire... Est-ce que c'est ça qu'il va retrouver, ou comment peut-on dire viscéralement où il est bien? Justement, ce type est un déraciné. Voilà. C'est ce que j'attendais de votre part. Le type est un déraciné, c'est ce que autrefois, avec beaucoup de mépris, les nazis appelaient un juif cosmopolite. Et moi je dis, moi je suis
enfin je trouve le terme prétentieux, un peu excessif, mais dans le judaïsme, si vous voulez, moi c'est ce que je revendique. Je veux dire, je ne suis pas religieux, je ne suis pas sioniste, mais ce que j'ai toujours aimé, c'est le fait effectivement de naître de nulle part, de naître de nulle part. La faculté née à la suite, on ne va pas en faire l'histoire du monde, mais née de toutes les tracasseries, etc., d'adaptation du juif qui à la fois s'intègre et en même temps apporte beaucoup à la culture du lieu. Et moi, ce qui est, quand on me parle de culture juive, etc., je dis, mais cette culture juive, elle est intégrante, elle est partie intégrante de notre culture ici. La culture, je dirais que la culture du XXe siècle, oui, à partir du 19e, 20e siècle, est nourrie par le côté spéculatif des Juifs, par le côté interrogateur des Juifs, par le côté inquiet des Juifs, etc. Hein, tout ça n'est pas un hasard. Et donc, si vous voulez, Saoul, c'est un peu un enfant à la fois, oui, de partout et de nulle part. Parce que bon, il est déchiré. Quand il quitte son pays, il abandonne peut-être ses copains, ses copines. Oui, exactement. Et en fait, c'est ce qui va lui arriver à plusieurs reprises, puisque bon, il est arraché à l'Autriche, puis il est arraché à ses parents d'accueil, et puis il est arraché à la dame qui l'a caché pendant la guerre, etc. Donc, et puis l'arrachement, le déchirement entre ses parents adoptifs, sa maman, etc. Et donc effectivement, c'est là que vous touchez du doigt les racines, je dirais les absences de racines. Voilà. Et alors évidemment, il se fait qu'il y a des radicelles qui vont ressurgir. Ça, on ne va pas trop en parler parce que c'est l'essence même du film et de votre ouvrage. Mais ce qui est passionnant un petit peu, on a dit jusqu'à présent, c'est qu'au moment où le film va sortir, on aimerait bien à nouveau revoir le bouquin. Mais ce bouquin n'existe plus. Alors, je vais passer la parole à votre éditeur, à Gérard Adam, qui va nous parler un petit peu de cet accrochage, je vais dire de ce jumelage que vous allez faire tous les deux, l'éditeur et vous l'écrivain. Volontiers. Voilà, Gérard, je te... D'abord, Henri, je le connaissais de nom depuis mon adolescence. Henri Rowan, moi je l'entendais tous les jours à la radio, puisque je suis né en 1946, dans les années 60, j'écoutais la radio et j'avais le nom. Je ne m'intéressais pas au cinéma, on était pauvres à la maison et je n'avais pas les moyens d'aller au cinéma. Je n'allais jamais au cinéma, contrairement à Henri Rowan. Mais en écoutant les infos, j'entendais ce nom qui revenait. Henri Rowan et Gérard Vallée sont deux noms que j'avais vraiment en tête, qui étaient pour moi des grands monsieur, sans trop savoir qui c'était en réalité. Et puis tout commence par un coup de fil d'un ami commun. C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. Il s'appelle Jean Joniot. Jean Joniot, qui est un journaliste. Et il me dit, écoute, voilà le problème, j'ai un ami ici, Henri Rowan, ça te dit quelque chose? Enfin, Henri Rowan Rosenblatt, ça te dit quelque chose? Je dis, Henri Rowan, oui, ben, c'est le même, il me dit. Donc voilà, il a écrit un livre qui est paru chez un de tes collègues, et puis bon, ce livre a vécu sa vie et a disparu pour X raisons, mais le film va sortir, et le livre n'existe plus. Est-ce que tu pourrais pas envisager une réédition? C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. Je dis, je peux envisager une réédition, mais tu me connais, moi, si le livre ne me plaît pas, même si on me dit que tu vas gagner une fortune, je ne vais pas le faire, donc il faut que je lise le manuscrit. Il dit, oui, mais c'est urgent. Et voilà, il m'a envoyé le manuscrit, je l'ai lu en 3 jours, et 3 jours après, on démarre. Et voilà. On a fait le temps de lire le manuscrit, de signer le contrat, de relire en détail avec 3 phrases à changer, 4 virgules à changer, enfin très peu de choses, il était bien au point, mais je suis un maniaque, je suis un staccanoviste du travail. De l'imprimer, en 1 mois et demi de temps, le livre existait. Après, bien sûr, il y a tout le problème de la... Bon, il faut attendre pour le mettre sur le marché,
contact avec le diffuseur, etc. Mais la partie concrète du boulot, en 1 mois et demi, tout a été fait. C'est presque record. C'est la 2e fois que je fais ça. La première fois, c'était assez amusant aussi avec un juif, que je connaissais aussi de nom, parce que j'étais un très grand médecin, que je suis médecin, qui est un professeur de l'ULB, Yeji Hildebrand, qui est vraiment un monsieur mondialement connu dans sa spécialité, qui lui n'a pas été enfant caché pendant la guerre, mais qui était un juif polonais, qui a été, sa mère a été prise avec lui quand il avait 5-6 ans et envoyé en Sibérie, non pas comme juif, mais comme bourgeois polonais, Voilà. pendant que son père, arrêté par les Russes, était massacré à Katyn, et il n'a appris que 20 ou 25 ans après. Et donc Henri Rohan, Yeji Hildebrand, excuse-moi, qui avait passé en Sibérie, il revient en Pologne après la guerre, se heurte à l'antisémitisme, émigre, veut émigrer avec sa mère en Israël, mais se retrouve en fait en Belgique parce qu'ils ont de la vague famille. Il reste et passe par, alors qu'il n'est pas un enfant caché pendant la guerre, passe par le pensionnat que vous avez cité tout à l'heure, où bon, il va à l'école, il est tellement turbulent, habitué à son extraordinaire liberté, qu'on dit, écoutez, il est un peu débile cet enfant, il faudrait le mettre dans l'enseignement spécial. Et sa mère dit, pas question, chez moi tout le monde fait l'université, Yeji fera l'université, il fait l'université, il devient médecin, il devient professeur de médecine, et il devient un des grands spécialistes de neurocancérologie à l'ULB. Alors, je reviens à l'ouvrage, oui, je reviens à l'ouvrage donc de M. Rohan. Quand tu découvres, tu ne connaissais pas le texte avant. Non, pas du tout. Ni l'existence du livre, d'ailleurs. Ni l'existence du livre, d'accord. Mais quand tu découvres le texte, tu comprends qu'on veuille en faire un film. Je comprends, qu'on veuille en faire un film, mais c'est pas tout à fait mon rayon. Moi, je comprends que le film étant fait entre-temps, et avant de sortir, le livre doit paraître, et paraître à temps, et 2, que c'est un livre que j'ai absolument envie, même si c'est une réédition, d'avoir dans mes collections. C'est un livre que j'aurais été fier de publier en première même, que je suis tout à fait fier de donc publier. Donc tu me dis que le livre, vous avez touché un point ou une virgule ou 3 fois rien. Donc, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié dès le départ, c'est la construction de l'ouvrage. Ah oui. Bon, il passe sans arrêt d'une période à l'autre. Oui. Et on suit remarquablement bien. Tout à fait. Il n'y a aucun... Bon, parfois, des gens font ça et c'est tellement... On ne s'y retrouve plus. Ici, on sait toujours où on en est par rapport à l'histoire. Et en plus, il y a des liens. Quand l'auteur plonge dans son enfance, qui est l'enfance du petit Saül, là, on est vraiment presque dans l'autobiographie, hein, quelques détails. Quand il plonge là, et puis qu'il passe dans le Saül Birnbaum, qui a son magasin de délicatessen et qui va produire un film, il y a vraiment un lien entre les deux. On voit l'adulte, dans l'adulte, on voit l'enfant qui reste chez l'adulte, avec sa culpabilité. Parce que si ma mère m'a abandonné, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il vit toute sa vie avec cette culpabilité, jusqu'au moment, on ne va pas dévoiler bien sûr le reste, jusqu'au moment où un événement fait qu'il en sort un petit peu. Mais on ne va pas aller plus loin. D'accord. C'est un très beau roman, c'est vraiment un très beau roman. C'est là qu'effectivement, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, au moment où j'écrivais ce roman, je ne pensais pas du tout à la possibilité d'en faire un film, un scénario. Mais ce qui est clair pour moi aussi, c'est que mon écriture a été dictée un peu par ma passion du cinéma. Je veux dire, j'aime bien les films, effectivement, où, comment dire, qui ne sont pas nécessairement... où les transitions sont des transitions qui sont liées au sentiment, à la pensée, aux rencontres, mais pas d'ordre chronologique. Hein, les associations de situations ou d'idées. Donc ça, c'était... Mais il y a une cohérence dans toutes les parties. Qu'on soit maintenant, qu'on soit hier, qu'on soit demain, qu'on soit il y a très longtemps,
c'est complètement cohérent. Et ça, c'est merveilleux. C'est un beau puzzle, hein, c'est un très beau puzzle, et je dois dire, on n'a pas besoin de prendre des notes pour s'y retrouver, quoi. Non, non, tout est fluide, dans l'écriture, tout est fluide, dans le récit, je dois dire, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans l'ouvrage. Et un petit détail sur le film, Oui, que j'ai eu le bonheur de voir il y a 2 mois à peu près, au Festival de Mons, c'est que le livre d'Henri se passe, enfin, du moins Saül adulte à New York, et donc on a peut-être glissé là-dessus tout à l'heure, le film est transposé à Bruxelles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, les films sur Bruxelles, moi qui connais quand même bien Bruxelles, j'ai parfois de grandes difficultés à repérer l'endroit où ils sont tournés. Or ici, c'est extraordinaire, on reconnaît, pour les gens qui aiment Bruxelles, on reconnaît merveilleusement les endroits, notamment les galeries du centre, etc. Ça, c'est très très bien, je trouve. Vous voyez, en fait, puisque tu parles de ça, au départ, effectivement, dans ma fiction, c'était le délicatessen à New York, et encore une fois, c'est basé sur mes souvenirs, sur un peu quelques séjours que j'ai fait à New York, etc. Et à mesure que Michel Fessler et moi, on avançait dans l'écriture du scénario, on se posait de plus en plus la question pourquoi New York? Parce que il y a quelque chose qui nous a apparu, à part le discuter d'ordre économique, tourner à New York, c'est cher, c'est pas simple, etc. Mais le problème, c'était surtout petit à petit, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est New York vu par des Occidentaux par rapport à l'image extraordinaire qu'on a de New York grâce à Martin Scorsese, grâce à Woody Allen, grâce à des tas de cinéastes. On n'est pas, en fait, nous ne nous sentions pas légitimes. C'est quoi notre... C'est un New York de touristes, quand même. Et donc c'est là que, de plus en plus, à un moment donné, on s'est posé, mais finalement, pourquoi New York? Et alors, on a trouvé la réponse à cette discussion entre nous. Après tout, Saül, dans le roman à New York, c'est la réalisation du rêve américain de cet enfant. Mais dans le film, ce rêve pouvait très bien être vraiment un rêve, puisqu'il se concrétise à Bruxelles, dans un cadre, dans un décor, dans une ambiance qui est inspirée par le cinéma américain, par sa passion du cinéma américain. Et je trouve que c'était plus juste, enfin, les spectateurs le diront, mais c'était en tout cas plus légitime de Bruxelles. Je me sens qualifié de parler de Bruxelles et pas vraiment de New York. mais c'est bien, c'est que vous offrez plusieurs clés aux spectateurs et aux lecteurs, justement, pour un peu choisir et interpréter selon un petit peu ce qu'il vient de ressentir par la lecture ou bien par ce qu'ils vont voir. Ça, c'est bien. Et Simon Abkarian est un merveilleux Samuel Birnbaum. Tout à fait. Merveilleux. Une prestance. Non, non, vraiment, c'est un très, très grand acteur. Et dans le film, à plusieurs reprises, il me fait penser à Yves Montand dans ses meilleurs moments, et à Vittorio Gassman. Et c'est un homme d'une sensibilité extraordinaire qui s'est engagé à fond. Le scénario, je sais, il l'a dit, et l'interpellait beaucoup, il s'est fort identifié. Et alors, le film s'est tourné en période terrible du Covid, et donc ça a entraîné de la part des acteurs comme des techniciens un engagement extraordinaire, puisque on faisait ce film en même temps contre le Covid, c'était une course contre la montre, contre le Covid, et le tournage c'était un peu les intérieurs en studio à Luxembourg, on était dans des studios comme dans un camp retranché, on faisait des tests et contrôles à l'entrée, à la sortie, etc. Et tout ça a contribué, ce confinement, à une certaine manière, à faire un film sur le confinement. Et on sent qu'il y a une passion dans le film, une passion de tout le monde dans ce film. Non, je crois, enfin, j'espère que les spectateurs, enfin jusqu'à présent, les échos sont très positifs, mais parenthèse, la situation du cinéma à l'heure actuelle, comme vous le savez, est catastrophique. C'est la catastrophe pour tout, en particulier pour tous les films dits d'auteur, etc. Et même les gros machins américains font beaucoup moins que ce qu'ils faisaient autrefois. Et la situation dans les salles de cinéma
est assez désespérante, quoi. Les gens ne reviennent pas au cinéma, ils ont d'autres envies d'investissement, de voyage, et puis ils ont pris l'habitude de suivre les films sur les plateformes. Et donc, actuellement, il y a en plus, les films se sont entassés par la suite, encore donc, du confinement, par la fermeture des salles, et donc des tas de films sortent à la sauvette. C'est vraiment une période, mais là, on sort peut-être du sujet, mais vraiment on peut aujourd'hui se poser la question de l'avenir du cinéma en salle. Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais messieurs, je vous remercie d'être venus parce que ça va faire bien une petite heure que nous sommes déjà en train de papoter, de causer. Monsieur Rosenblatt, Monsieur Rohan Rosenblatt, merci beaucoup d'être venu. Gérard Adam, merci beaucoup d'avoir parlé de l'ouvrage qui sort en librairie. Qui vient de sortir. Il vient de sortir, donc voilà. Oui. Le cinéma de Saul Birnbaum, aux éditions Méo, et le film sort en salle incessamment sous peu en juin. En juin, Oui, Le on chemin espère. du bonheur. Le chemin du bonheur. De Nicolas Steil. Eh bien voilà. Merci beaucoup et bon après-midi à vous deux. Merci. Merci. Merci à vous.